Do you feel the vibes? Dans une prison du centre de la Californie, la guerre est sur le point d'éclater. C'est une vraie poudrière, ça peut s'embraser d'un instant à l'autre. Deux gangs, les Blancs et les Mexicains du Sud, se préparent. Fabriquent des armes, fomentent des attaques et commettent de violentes agressions. Les gardiens s'efforcent de les contenir. Ouvrez la cellule 217! Cellule 217! Mais la prison est dangereusement surpeuplée. 120 détenus violents s'entassent dans une même pièce, sans la moindre cloison pour les séparer. C'est vraiment la merde ici. La guerre raciale semble sur le point d'éclater. Bienvenue à la prison d'État de Salinas Valley. Voici l'une des prisons les plus dangereuses de Californie et l'une des cours les plus violentes de l'État. Un détenu vient d'être agressé à coups de couteau. Escorte! Il est blanc. Ces deux agresseurs sont hispaniques. Ils ont attendu le meilleur moment pour frapper. Avec peu de gardiens aux alentours, ils ont pu infliger un maximum de dégâts. La victime a été blessée à la poitrine, au dos et aux mains. L'aérosol au gaz poivre utilisé pour neutraliser les agresseurs brûle les yeux et la peau. Mais les Mexicains du Sud sont prêts à tout endurer pour leur gang. On estime qu'ici, 70% des prisonniers appartenaient à un gang avant leur incarcération. Une fois en prison, ils franchissent une nouvelle étape en fusionnant avec des gangs de la même origine ethnique pour former de véritables armées. Les gangs sont connus pour leur violence. On compte ici près de 200 agressions par an. Celle d'aujourd'hui a eu lieu dans la cour C, le principal champ de bataille. Un endroit placé sous la surveillance du lieutenant Joseph Celaya. C'est une cour très violente. À un moment, c'était la plus violente de toute la Californie. La prison compte 4 cours, désignées par les lettres A, B, C et D. La plus violente est la cour C. Les bâtiments qui l'entourent abritent un mélange explosif de détenus de niveau 3 et 4, les deux niveaux de sécurité les plus élevés. Cette dangereuse configuration offre aux gangs les combattants dont ils ont besoin pour se faire la guerre. Depuis les généraux de niveau 4 qui mènent le jeu à partir de leur quartier cellulaire, jusqu'aux soldats de niveau 3 qui exécutent les ordres. Pour l'instant, généraux et soldats sont à terre. Quelques secondes après l'agression, les gardiens leur ont ordonné de se coucher. Ici, la violence fait partie du quotidien. Mais l'agression d'aujourd'hui est particulière. Regarde l'objectif. En s'attaquant à un blanc, les Mexicains du Sud ont enfreint les frontières ethniques. Il a une contusion ici. Tous les gardiens sont inquiets. Dans la plupart des cas, les violences se produisent au sein d'un même groupe ethnique ou d'un même gang. Cette fois-ci, la barrière raciale a été franchie, donc c'est toute la population carcérale qui est concernée. Avec cette agression, une guerre risque d'éclater entre les Blancs et les Mexicains du Sud. Au cours de la semaine passée, 6 armes ont été découvertes sur des détenus. Peut-être le signe qu'ils se préparent pour une bataille rangée. Est-ce que les Mexicains du Sud vont s'en prendre à tous les détenus blancs? Est-ce que les Blancs vont se venger sur tous les Mexicains du Sud? On ne sait pas. On ignore si ça va continuer ou si c'est un cas isolé. Les gardiens forment une barrière humaine entre les différents gangs. Les prisonniers se partagent en 5 groupes ethniques.
les Mexicains du Sud, les Mexicains du Nord, les Blancs, les Noirs et les autres qui comprennent les Asiatiques et les Amérindiens. Suivez la piste pour regagner vos bâtiments. Ne traversez pas la pelouse. Les Noirs, les Mexicains du Nord et les autres sont autorisés à quitter la cour sans être fouillés. Mais les gardiens prennent les plus grandes précautions avec les deux gangs qui les inquiètent le plus, les Blancs et les Mexicains du Sud. Ils les fouillent l'un après l'autre, à la recherche d'une arme. Tourne-toi. Bouge pas. Les détenus cachent des couteaux, appelés pointes, dans le sol, leurs vêtements ou à l'intérieur même de leur corps. Tourne la tête de l'autre côté. Les 130 détenus sont menottés et escortés un à un jusqu'à leur bâtiment. Les plus dangereux, classés niveau 4, vivent dans les cellules du quartier C. Derrière ces portes se trouvent les chefs de gang, appelés les généraux, qui ordonnent les attaques, les émeutes et même les assassinats. C'est un général mexicain qui a ordonné l'agression d'aujourd'hui. L'officier Richard Reynoso veut savoir qui. S'il arrive à déterminer quels chefs sont impliqués dans la guerre qui couve, il pourra peut-être éviter la prochaine bataille. Seule solution pour assurer la sécurité de tous, surveiller étroitement les Blancs et les Mexicains du Sud. Ma pire crainte, c'est que les gardiens se fassent agresser. Le plus important, c'est de contrôler la cour. Mais dans la prison, il y a un autre endroit où la violence est bien plus susceptible d'éclater. Le gymnase du quartier C. Il a été transformé en dortoir improvisé. La prison est dangereusement surpeuplée, avec 500 détenus de plus que la capacité prévue. 120 d'entre eux vivent dans le gymnase, dans des rangées de 3 lits superposés, sans le moindre mur pour les séparer. Cette promiscuité exacerbe les tensions entre les groupes, numériquement très inégaux. Les Mexicains du Sud dominent, avec 63 détenus. Il y a 20 Mexicains du Nord, 13 Noirs, 14 autres et seulement 9 Blancs. La seule chose qui les sépare, c'est leur appartenance à une race ou à un gang. Tout est une question de race. On fait en sorte de rester ensemble. Peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Les détenus intègrent les gangs pour se protéger, cherchant la sécurité dans le nombre. Ils deviennent des soldats et font tout ce que les généraux leur demandent. Mais contrairement à leurs généraux, les soldats purgent de courtes peines, quelques mois ou quelques années. Tout acte de violence commis ici rallonge le temps passé derrière les barreaux. C'est la jungle. Il y a des règles insensées et vous devez les suivre. Travis Evanoff et John Berry ont survécu ces 6 derniers mois en s'intégrant au groupe des Blancs. Tous deux n'ont plus que quelques années à faire. Berry est là pour le hold-up d'une station-service, Evanoff pour attaque à main armée. S'ils peuvent éviter la guerre avec les Mexicains du Sud, ils devraient sortir à la date prévue. Mais ils doivent obéir aux règles de leur gang. Règle numéro 1, être prêt à se battre et à mourir pour le gang. Il ne s'agit pas seulement de vous protéger vous-même, mais de protéger les vôtres. Règle numéro 2, respecter chaque territoire. Le but est de savoir se déplacer. Ne pas s'approcher du lit,
ou de l'espace de vie d'un autre. Ne pas se servir de sa douche. Règle numéro 3. Ne jamais discuter des affaires du gang. Ce que les prisonniers appellent la politique. On ne peut pas en parler. Parce que quand vous serez partis, nous, on continuera à vivre ici. Et il y a des règles à suivre. On ne peut pas parler de ce qui se passe ici. On ne peut pas parler de ce que font les gangs. C'est absolument impossible. Même si ça peut leur sauver la vie. Dans le gymnase, il y a 7 fois plus de Mexicains du Sud que de Blancs. C'est tout. Notre groupe se résume à ça. Les Blancs occupent 3 ensembles de couchettes au milieu du gymnase. Ils sont entourés par les Mexicains du Sud. Les 3 autres groupes, les Mexicains du Nord, les Noirs et les autres, se trouvent de l'autre côté du gymnase. La plupart des détenus doivent traverser le territoire des Mexicains du Sud pour aller à la douche, regarder la télévision ou sortir dans la cour. Les Blancs sont pris au piège sur un champ de bataille où ils ne peuvent pas gagner. Et Berry et Ivanov soupçonnent leurs généraux de préparer des représailles pour venger l'agression. C'est une vraie poudrière. Ça peut s'embraser d'un instant à l'autre. De l'autre côté de la prison, un car amène de nouveaux détenus. Lopez. Renteria. Sur les 10 hommes qui se trouvent à l'intérieur, tous sont de niveau 4, sauf un. Chris Brown, condamné pour violation de sa liberté conditionnelle, est classé niveau 3. C'est son second séjour en prison. Le premier était pour vol qualifié. Allez, déshabille-toi. Enlève tout. Un gardien demande à Brown de se dévêtir pour vérifier qu'il ne cache pas d'armes sur lui. Tourne-toi. Accroupis-toi, tous. Ou à l'intérieur de lui. Si un prisonnier a une arme dans le rectum, il ne peut pas s'accroupir et tousser sous peine de blessures internes. Brown vient d'avoir 21 ans. Il pense pouvoir supporter le séjour ici. Quand je serai dans la cour, je sais ce que je ferai. Je poserai quelques questions pour savoir comment la prison est dirigée. Il est plein d'assurance sur ce qu'il fera et ne fera pas. Personne ne peut vous dicter à qui parler et avec qui traîner, ça c'est sûr. Mais il est nouveau ici, et il ne sait pas ce qu'il attend. J'ai jamais entendu parler de cette prison, mais j'espère que ça ira. J'ai hâte d'avoir ma cellule et puis de me poser. Mais ce n'est pas dans une cellule qu'il va aller. Son nouveau foyer regroupe 120 détenus dangereux sur le point d'entrer en guerre. Brown. Il sort. Deux gardiens l'escortent jusqu'au quartier C. Derrière ces murs, l'animosité entre les Mexicains du Sud et les Blancs est proche de son point de rupture. Brown entre dans le gymnase transformé en dortoir. Salut mec. Ok, cool. Sa combinaison blanche indique qu'il est nouveau. Je visite, c'est tout. Il scrute les visages pour essayer de repérer d'autres noirs. Où sont les miens? Il sait que le plus sûr pour lui, c'est d'être avec les gens de sa race. Tout droit? Il se dirige vers l'arrière du dortoir et vers le lit qu'on lui a attribué.
Salut. Pas mal. On lui donne un matelas, un sac contenant ses effets personnels et des draps. Mais il ne s'attendait pas à devoir dormir avec 119 autres détenus. Je pensais qu'on allait me mettre dans une cellule. Son univers se réduit désormais à une simple couchette. Pendant qu'il s'installe, d'autres prisonniers noirs se rassemblent autour de lui. Bakersfield. Kendall. Sans barreau pour le protéger, il sait que sa survie dépend de ces hommes. Personne de Bakersfield? À chaque fois qu'il se présente, il s'identifie par son gang, les Crips. Salut. Salut. Chris des Crips. D'où ça? Bakersfield. Crips de Bakersfield. Salut, Chris. Crips de Bakersfield. Louisiana. Ok. Dans son ancienne prison, il avait retrouvé des membres de son gang. Mais ici, la plupart des détenus se regroupent en fonction de leur race et pas de leur appartenance à un gang. On n'est pas beaucoup ici. Avec toi, ça fait 13. 13 noirs. Appartenant à deux gangs différents, ces hommes seraient ennemis à l'extérieur de la prison. Ça va, Fresno? Mais avec la guerre raciale qui s'intensifie, ils doivent se serrer les coudes pour assurer leur sécurité. Brown est rapidement intégré au groupe. On t'a donné un pantalon? Non. Il est où le pantalon? Ken, le pantalon! L'homme qui occupe le lit du dessus lui prête un uniforme standard pour lui permettre de se fondre dans le décor. Ça fait longtemps que t'es là? Autour de lui, tout le monde se prépare pour la bataille. Il faut marcher que dans le couloir. On lui explique qu'avec la guerre qui couve, tout le monde est nerveux. On n'a plus le droit d'aller au magasin ni rien. Mince. Et quand on sort dans la cour, on doit s'allonger par terre sur le ventre. Les noirs se tiennent tranquilles. Depuis que je suis ici, on n'a pas eu d'embrouille. C'est personnel. Les Noirs ne s'en mêlent pas. Nous, on n'a pas de problème. Mais entre les Mexicains du Sud et les Blancs, il se passe sans arrêt des trucs. En ce moment, ils sont en confinement. Quelqu'un s'est fait poignarder il y a 5 jours dans la cour. C'est arrivé 5 ou 6 fois ces 2 dernières semaines. Brown ne s'attendait pas à ça. Mais il a un avantage. La plupart des détenus noirs sont regroupés à l'arrière du gymnase. Et ils y passent la majeure partie du temps en espérant que rester à l'écart les aidera à éviter les ennuis. Pour survivre à la guerre qui se prépare, leur stratégie est d'ignorer les violences entre les Blancs et les Mexicains du Sud. Tu t'occupes de tes affaires. Si tu te mets à t'intéresser à ce qui se passe ailleurs, on peut avoir des problèmes. Pour rester en sécurité, les Noirs évitent le groupe dominant, les Mexicains du Sud. Ce gang a des règles très strictes. L'une d'elles, interdiction de parler devant la caméra. C'est comme une société secrète. Beaucoup de gens refusent de parler de peur des représailles physiques. Mais une personne va nous révéler leur secret. L'homme qui les commandait. Certains m'appellent Cholo, mais c'est plus mon nom. Pendant 1 an et demi, Oscar Cristales a été l'un des généraux de la Cour C. Il est en prison à vie pour meurtre. J'étais le patron de la Cour C, à la tête de 250 hommes. J'étais en train de monter dans la hiérarchie. Au fil des années passées en prison, il a grimpé les échelons en commettant attaques et agressions. Mais quand ses chefs lui ont demandé de faire tuer son professeur de collège, il a refusé. Le gang a mis sa tête à prix. J'étais aveugle. Il m'a fallu des années pour le comprendre. Il est aujourd'hui en détention protégée, loin de la vie qu'il connaît si bien. Tout le monde devait se lever à une certaine heure, à 5h30. Il fallait pas rater le repas. S'il se passait quelque chose, vous étiez là.
La cour C était dirigée comme un camp militaire. Quand le moment d'entrer en guerre arrivait, l'ordre provenait de son quartier cellulaire. Les généraux envoyaient des ordres au gymnase dans des cerfs-volants. Des bouts de papier qu'on cache un peu partout. Ces lettres étaient lues par la personne qui servait de relais à l'intérieur du gymnase. Il fallait avoir quelqu'un sur place qui recevait les ordres et les passait à tous les autres. Et les soldats devaient obéir. Si quelqu'un refusait, il se faisait poignarder. Cristales pense que les problèmes actuels viennent de ce que les Blancs ont enfreint les règles des Mexicains du Sud. Dans les cours où les Mexicains du Sud commandent, les Blancs doivent se plier à nos règles. Ils ont refusé de s'incliner devant les Mexicains du Sud. On a les gens, on a les armes. Il s'agit juste de montrer qui est le patron. Chris Brown ne connaît pas encore les règles des Mexicains du Sud. Mais il est vite devenu ami avec Philip Vaughn, surnommé Louisiana, condamné pour trafic de drogue. Ah, ce type me plaît. Ils échangent des plaisanteries. Alors à ce moment-là, il a dit « Mais pourquoi il a pris la Ferrari ?» Puis, Louisiana offre à Brown de lui montrer comment éviter le territoire des Mexicains du Sud. Ici, la ségrégation raciale règne. Les 5 premiers bureaux, 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les nôtres. C'est les seuls dont on se sert. Les 5 premiers, c'est ceux-là les nôtres. Les autres par là, ils sont aux Mexicains du Sud et aux Blancs. Tu comprends? Brown pourrait se faire poignarder pour avoir utilisé les mauvaises toilettes. Là, c'est les lavabos pour se brosser les dents et se laver la figure. Pour couler un bronze, on utilise ces toilettes-là, toute cette rangée-là. Et pour pisser, c'est les 2 premières toilettes. En cas d'urgence, tu peux prendre celle-là. Ça, c'est les douches. La nôtre, c'est celle-là. L'autre, c'est pour les Mexicains du Sud et les Blancs. Si personne ne fait la queue, tu peux prendre celle du fond. La règle la plus importante, ne jamais traverser le secteur des Mexicains du Sud. Là, c'est notre table. Sinon, ils pourraient penser que Brown vient les attaquer. On ne passe pas directement par là. On fait un détour par ici. Ça, c'est leur secteur. Et ici, c'est le nôtre. Un endroit en particulier terrifie Louisiana, la cour C. Il refuse de sortir. Ça, c'est notre cour, mais moi, j'y mets pas les pieds. Là, c'est la cour 1, et ça, c'est la cour 2. On n'y va pas? Non, pas moi. La guerre qui se prépare pourrait provoquer un embrasement général et forcer Louisiana à se battre. Dans ce cas, sa peine de prison serait prolongée de 3 mois. De retour à sa couchette, Brown manifeste sa déception de devoir partager la pièce avec 119 autres détenus. Je pensais être mis dans une cellule. Une cellule, c'est cool. On n'a pas affaire à des tas d'autres mecs. Juste un. Mais Louisiana a oublié de lui préciser un détail. La méfiance s'impose même au sein de son propre groupe. Comme dans tous les gangs, il y a une hiérarchie. Et Louisiana se trouve en bas. L'occupant de la couchette supérieure, Tico Mac, surnommé Holiday, est en haut de l'échelle. Et cette amitié entre Brown et Louisiana ne lui plaît pas. Tu t'es fait un copain, il va te suivre partout, je te préviens. Hé, tu sais quoi? Je sais comment me débarrasser de lui. Je sais déjà qu'il est solide ici, tu vois ce que je veux dire? Je te tiendrai au courant. Tu le connais? Qui? Tu le connais? Qui ça? Devine. Non. Mais je vais te dire... Je croyais que vous étiez copains. Hein? Je croyais que vous étiez copains. On bavarde, c'est tout. Holiday, condamné à 7 ans pour attaque à main armée, fait comprendre à Brown qu'il sait comment se débarrasser des détenus noirs qui ne lui plaisent pas. Le mec d'avant est parti. Quoi? Le mec d'avant toi, il est au trou, pour rien. C'est vraiment la merde ici. Brown comprend enfin combien son nouveau foyer est dangereux.
Et voilà. Ça va être mon univers jusqu'à ce que je sorte. J'espère que tout ira bien. J'espère. Devant le gymnase C, la cour est vide. Les détenus subissent 3 jours de confinement. Mais les Blancs et les Mexicains du Sud se tiennent tranquilles. Aussi, le 4e jour, les prisonniers sont de nouveau autorisés à sortir. Mais juste à ce moment-là, une alarme se déclenche. Elle vient du quartier cellulaire. Tout là-bas! La prison de Salinas Valley est placée en état d'alerte 2, le 2e niveau le plus élevé. Les gardiens se précipitent. Mais quand ils arrivent au quartier cellulaire, tout est déjà fini. 2 Blancs ont attaqué 2 Mexicains du Sud sur la passerelle devant leur cellule. Ils ont frappé dès que les portes se sont ouvertes pour laisser sortir les détenus dans la cour. Pour les Blancs, c'était la meilleure chance de venger l'agression de la semaine dernière. Passez par là, il y a du sang là-haut. Le message des généraux blancs est clair. Ils frapperont à la moindre occasion. La prison de Salinas Valley va devoir faire face à une guerre raciale. Les gardiens savent désormais que les violences récentes survenues entre les 2 groupes étaient liées. Depuis quelques semaines, nous avons de gros problèmes avec ces 2 groupes de prisonniers, les Blancs et les Mexicains du Sud. Ça explique ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour éviter les agressions, les gardiens mettent tout le quartier C en confinement. Les détenus doivent rester dans leur cellule ou sur leur couchette 22 heures par jour. Mais cela n'empêchera pas les 2 gangs de se battre. En fait, bien souvent, les gangs provoquent une mesure de confinement pour pouvoir planifier leur prochaine offensive. On se fait mettre en confinement quand on veut. On contrôle tout ce qui se passe dans la prison, sauf les portes. Enfermés dans leurs cellules, les Blancs et les Mexicains du Sud ont le temps de fabriquer des armes en transformant des objets courants en couteaux de fortune, des pointes. Et ils ont les moyens de communiquer leur plan de bataille. Si tout le monde est en confinement, ils payent des gens. Ils leur donnent de la drogue ou de l'argent pour transmettre leur message là où ils veulent. Tout ce que les soldats peuvent faire, c'est attendre les ordres. La prison, c'est à la fois ennuyeux et terrifiant. Ennuyeux parce qu'il ne se passe jamais rien, terrifiant parce que tout peut arriver. La situation inquiète Chris Brown. Il a du mal à s'adapter, mais accepte d'en parler uniquement hors de portée de voix de ses co-détenus. Quand je suis entré dans le gymnase, je pensais que tout allait bien se passer. Disons que ça allait être facile. Mais là, tout a changé. À cause du confinement, il doit rester sur sa couchette. Il ne la quitte que pour 3 repas et une douche par jour. La semaine a été horrible. On n'a fait que lire, dormir. Ça a été dur. Brown refuse de donner des précisions sur la guerre. S'il a appris une chose, c'est qu'il est strictement interdit de parler de politique. Ce qui se passe dans la cour reste dans la cour. Vous voyez? C'est comme ça ici. C'est ça la prison. Une leçon qu'il a apprise à ses dépens. Peu de temps après son arrivée, il a commis une terrible erreur. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Je suis entré par accident dans le secteur des Mexicains du Sud. Je me suis fait remonter les bretelles. Les Noirs ont dû présenter leurs excuses aux Mexicains du Sud. Pour eux, qui essaient de faire profil bas, c'est un coup dur.
Il ne fera plus la même erreur, c'est un grand garçon. Il ne déconnera plus. Si Brown fait une nouvelle erreur, son propre groupe pourrait se retourner contre lui. Quelques jours plus tôt, ils ont réussi à faire partir un de leurs membres. Louisiana n'est plus là. Les autres Noirs lui ont fait tellement peur qu'il a demandé à être placé en détention protégée. La honte suprême pour un prisonnier. Il refuse de sortir de sa cellule et Holliday reste flou sur ce qui s'est passé. Louisiana a eu plusieurs occasions d'être un homme, mais il ne s'est pas montré à la hauteur. Alors il fallait qu'il parte, c'est tout. Holliday veut que les autres détenus noirs prennent leur environnement au sérieux. Tu as quelque chose à dire? Surtout au beau milieu d'une guerre. Il n'y a rien de drôle ici. Raconter des blagues, ça va, mais se promener partout en gloussant comme un idiot, c'est non. Il peut arriver des bricoles. Tu peux... J'en ai assez dit. Tu te fais éclater la tête. Brown affirme qu'il est prêt à se battre. Il faut qu'on se serre les coudes. Même si on n'est que 3, si ça arrive, ça arrive. On est des soldats, on fera ce qu'on doit faire. Mais les soldats du gymnase C sont confrontés à un autre groupe. Le groupe d'enquête sur les gangs carcéraux. On sait qui est qui. L'officier Reynoso leur a fourni un indice qui pourrait les aider à empêcher l'escalade de la violence. Certains chefs de gang seraient en train de fabriquer des armes dans 2 cellules. L'une d'elles abrite des Blancs. La première cible sera Smith. L'autre, des Mexicains du Sud. Le groupe se réunit pour préparer l'intervention. On y va. Les détenus peuvent devenir violents et se servir de leurs armes contre les gardiens. Mais c'est la meilleure chance d'éviter la prochaine bataille. L'intervention se fera à 5 h du matin. Avant l'aube, les membres de l'équipe se rassemblent devant le quartier C. Ils doivent prendre les prisonniers par surprise, avant qu'ils puissent se débarrasser des armes ou de la drogue en leur possession. Ils pénètrent dans le quartier cellulaire des Mexicains du Sud. Le lit du haut. Mais les détenus les ont entendus arriver. Il tient la chasse d'eau. Go, go. Couchez. Les gardiens coupent l'arrivée d'eau Couchez. et pulvérisent du gaz poivre. Les prisonniers ne résistent pas longtemps. Ouvrez la cellule 217. Cellule 217. Reste ici. Avance. L'un après l'autre. T'as fouillé les 2 autres? L'officier Lisa Zorikak examine les toilettes où les détenus tentaient de faire disparaître quelque chose. Il pourrait s'agir d'ordres écrits, d'armes ou de drogue. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Ça a l'air d'être entouré de ficelles ou de papier blanc. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On dirait que c'est dur, comme du métal. Ouais, c'est ça. Une arme, enveloppée dans du papier. Elle a été aiguisée contre le mur de la cellule, comme en témoignent ces traces. On peut blesser quelqu'un avec ça et même le tuer. Et ce n'est pas tout. On voit qu'ils ont commencé à creuser. Les Mexicains du Sud ont creusé un trou pour y cacher des armes ou de la drogue. Mais ils n'ont pas eu le temps de le reboucher avec une pâte faite de savon. Prochaine cellule, celle des Blancs. Maintenant. Fais-le maintenant. L'équipe prend Wayne Smith et son compagnon de cellule totalement par surprise. Ils ne tentent même pas de résister. Les officiers Stacy Henley et Paul Rivera procèdent à une fouille approfondie. Ils découvrent une pointe cachée dans une chaussette. Henley pense qu'elle a été fabriquée avec l'anse d'une tasse. Ça provient sans doute d'une tasse modèle standard. Comme cette bleue là. C'est cette partie, juste là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un caleçon,
Ils enlèvent l'élastique, ils découpent l'anse, ils la font chauffer pour la redresser le plus possible, et ils attachent le métal. Et effectivement, Stacy Henley découvre la tasse qui a servi à fabriquer l'arme. Voici la tasse dont ils se sont servis. Comme vous le voyez, ils découpent l'anse, la redressent, et ils fixent la lame en métal. Puis le groupe d'enquête fait une importante découverte. Une lettre déchirée en morceaux, ce qu'on appelle un cerf-volant. C'est comme ça que les détenus communiquent entre eux. Ils le donnent à quelqu'un qui le fait passer d'un endroit à l'autre. Il dit qu'il a dû payer ses dettes. Il pourrait s'agir d'instructions destinées aux Blancs, leur ordonnant d'attaquer les Mexicains du Sud. Stacy Henley reconstitue la lettre. Il pourrait y avoir des informations concernant de la drogue ou une agression prévue. Henley découvre que la note a été envoyée à l'occupant de la cellule, Wayne Smith, par un autre prisonnier. Je suis en plein dilemme. Cet outil me serait utile parce que je l'ai déjà promis à Kenny. L'auteur promet de la drogue à Wayne Smith en échange d'une arme. Cela pourrait vouloir dire que d'autres Blancs sont armés. Et Smith, un membre haut placé du gang, refuse de dire qui. J'ai rien à dire là-dessus. Smith a été condamné à 200 ans de prison pour 8 vols à main armée. Il est gardé à vue dans une cage métallique de 1 mètre sur 1. Il est dans le quartier C depuis près d'1 an et en confinement depuis pratiquement 2 semaines. L'inactivité l'a mis sur les nerfs. Ça dure 6 mois, 9 mois, 1 an, parfois 18 mois. C'est difficile de ne pas être tendu tout le temps. Les soldats ont entendu parler du raid dans les cellules et savent qu'il pourrait déjà y avoir des armes dans le gymnase. Ils sont piégés dans un espace de 2 mètres autour de leur couchette. Comme vous le voyez, on est coincé comme dans un cercueil. L'inactivité, c'est mauvais. Quand vous ne faites rien, vous vous mettez à gamberger et ça vous rend fou. John Berry et Travis Ivanov craignent d'être impliqués dans la prochaine bataille. Dans le gymnase, tout le monde a une date de sortie, quelques mois, 1 an ou 2, alors que les gars de la cour sont ici à vie. Ils rentreront jamais chez eux. Ici, c'est leur univers, mais nous, on est seulement de passage. S'ils se battent, leur peine risque d'être prolongée. S'ils refusent, ils peuvent subir les représailles des autres Blancs. On n'a qu'à espérer que d'ici notre sortie, rien n'arrivera qui risque de prolonger notre peine. Aujourd'hui, on va fouiller le gymnase C. Le lieutenant Joseph Celaya et ses hommes savent que le gymnase est à 2 doigts d'exploser. Si les détenus ont des armes, il faut les trouver, et vite. Le plan de Celaya, passer le moindre centimètre carré au peigne fin. Mais les détenus sont 6 fois plus nombreux que les gardiens. N'oubliez pas que ces hommes ne sont pas en cellule. Ils peuvent bouger. Soyez très prudents. On va les faire sortir dans la cour et ensuite on entrera dans le gymnase pour le fouiller. Richard Reynoso et 20 gardiens investissent le gymnase à 6 h du matin. Debout! Le réveil est dur. Presque tous les détenus dorment encore, y compris Chris Brown. On était en train de dormir profondément. Dehors, on ordonne aux prisonniers de se déshabiller. Les gardiens inspectent chaque vêtement, surtout la ceinture, un endroit courant pour cacher des pointes. Puis, ils leur passent un détecteur sur le ventre et les fesses pour vérifier la présence d'armes dans le rectum.
Prends tes vêtements et rhabille-toi. Après la fouille, les 120 prisonniers sont alignés contre le mur. Ils vont rester là pendant les 2 heures qui viennent. Il y a eu des attaques au couteau, des bagarres. Certains ont demandé à être placés en détention protégée et nous ont donné des informations sur les endroits où sont cachées les armes. C'est pour ça qu'on fouille le gymnase. L'opération porte ses fruits. Les gardiens découvrent 3 couteaux faits à partir d'une brosse à dents, d'une tasse et d'un élément provenant d'un lit. Ces armes pourraient servir à tuer un détenu ou un gardien. Le secteur de Chris Brown a été vérifié. Mais alors qu'il rentre dans le gymnase, un gardien remarque quelque chose de bizarre dans sa tenue et le rappelle. Brown! Brown, reviens ici! T'as 2 frocs? C'est pas bon. Brown porte plusieurs couches de vêtements. Tu sais pourquoi les détenus portent plusieurs vêtements? Pour cacher des armes dessous. Je ne cache pas d'armes. Pourtant, on dirait bien. C'est ce que vous pensez. Bon, tu vas te déshabiller, parce que je ne sais pas ce que t'as là-dessous. Pour la 2e fois de la journée, Brown doit se dévêtir complètement devant des dizaines d'autres prisonniers. Il affirme qu'il s'agit d'une erreur. Mais les détenus portent souvent plusieurs couches de vêtements pour se protéger durant une bagarre ou une émeute. C'est ce qu'ils appellent leur armure. Pied droit. C'est interdit par les gardiens. Accroupis-toi, tous. Écarte tes fesses. Il n'a rien sur lui, mais se fait réprimander. Quand tu sors, n'empile pas les vêtements. Il est furieux. C'est pas cool. Vous faites chier un mec qui vous a rien fait. J'emmerde personne. Mais moi, on m'emmerde. C'est pas normal. De retour sur sa couchette, Brown revient sur l'incident. Il pense que le gardien lui a manqué de respect. L'insulte ultime pour un détenu. Ce qui s'est passé dehors, un type m'a fait enlever toutes mes fringues. Alors qu'on l'avait déjà fait. D'autres détenus se rassemblent pour écouter Brown raconter son histoire et menacer de se venger. Et ça, tu veux voir ça? C'est ça que tu veux voir? À Folsom, mais il se serait fait éclater la tête. Je l'aurais fait payer. Ils prennent son parti et essaient de le calmer. Réfléchis. Prends la bonne décision. Il faut que tu aies un plan, une stratégie. Pour éviter la guerre entre les Blancs et les Mexicains du Sud, les Noirs doivent empêcher Brown de devenir violent. Chris est dingue. Il faut qu'il fasse attention. C'est une prison ici. Enfin, ils arrivent à le calmer. L'initiation de Brown est terminée. Il comprend désormais comment survivre dans la prison de Salinas Valley. S'il avait fait quelque chose à ce gardien, ça aurait rallongé sa peine. Il aurait fini par ne jamais sortir. C'est comme ça à chaque fois, surtout ici à Salinas Valley. Pourtant, ce soir, tous les détenus vont peut-être se trouver entraînés dans la guerre raciale, car la bataille est sur le point de commencer. La nuit tombe sur la prison. Tout semble normal dans le gymnase. Les détenus lisent, écoutent de la musique ou regardent la télé. Mais tout bascule dès que notre caméra quitte les lieux. À 20h pile, alors que 4 Blancs se réunissent pour la nouvelle saison de Prison Break, leur série préférée, 20 Mexicains du Sud émergent de leur secteur et les attaquent. Les autres détenus blancs se précipitent à leur secours. Mais les Mexicains du Sud ont rapidement le dessus. Ils sont armés de couteaux de fortune et de chaussettes lestées avec des piles. Ce matin, les couchettes des Blancs sont vides.
Pour leur propre sécurité, ils ont été placés à l'isolement, le trou. C'est le quartier le plus sécurisé de la prison, où les détenus sont enfermés dans leurs cellules 23 heures par jour. Les Blancs portent des menottes où qu'ils aillent et ne sont autorisés à nous parler qu'enfermés dans une cage en métal. John Berry n'a que de vagues souvenirs de la bagarre. J'ai entendu des bruits de coups de poing. J'ai vu que c'était une bagarre entre les nôtres et les Mexicains du Sud. Je me suis précipité pour essayer de les aider parce que les autres étaient bien plus nombreux. J'ai essayé d'aider autant que j'ai pu. Les 9 prisonniers blancs ont été violemment battus. J'ai un œil au beurre noir, des bosses sur le crâne, et j'ai été poignardé 2 fois dans le dos. Mes côtes ont empêché la lame de pénétrer dans le poumon. On m'a frappé à la tête avec quelque chose, je ne sais pas quoi. Je suis tombé et je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai reçu 2 coups de couteau dans le dos. Travis Ivanov a eu tellement peur qu'il ne veut plus parler devant la caméra. Selon les gardiens, les généraux mexicains auraient donné l'ordre d'attaquer par le biais d'un cerf-volant qu'un employé de la cafétéria aurait fait passer aux soldats du gymnase C quelques heures avant l'affrontement. Ça n'a duré que 2 minutes, mais c'est une éternité quand vous vous faites tabasser. La bataille a été violente mais brève. C'était sans doute ce que souhaitaient les Mexicains du Sud. Ils ont lancé l'attaque près de la porte principale, sachant que les gardiens pourraient intervenir rapidement avant que d'autres Mexicains du Sud soient obligés d'y participer. Un tiers d'entre eux seulement ont été envoyés au trou. Ils restent donc majoritaires dans le gymnase et ont fait partir les Blancs. Aucun d'entre nous n'était visé en particulier, c'était juste pour se débarrasser de nous. Berry affirme avoir été obligé de se défendre. Je ne fais rien sans y être absolument forcé. En 6 ans, c'est la première fois que je me bats. Il a perdu ce qui lui tient le plus à cœur, la date de sa libération. La prison a rallongé sa peine de 3 mois. Lui et Ivanov seront sans doute transférés dans d'autres pénitenciers. Il est trop dangereux de les garder à Salinas. Mais où qu'ils aillent, ils devront peut-être encore se battre. La meilleure façon de décrire ça, c'est de parler de pays. Parfois, on est un grand pays, parfois un petit, et tous les pays font la guerre. Dans le gymnase, la stratégie du profil bas adoptée par les Noirs a été payante. Ils sont parvenus à se tenir à l'écart. On est un peu comme des spectateurs. Les Blancs sont partis. Ça vaut sans doute mieux pour eux. Ils ne pouvaient pas rester ici avec tout ce qui se passe. C'était soit les sortir d'ici, soit envoyer les faire part à leur famille, parce qu'ils se seraient fait tuer. Pour Chris Brown, la bagarre lui a vraiment ouvert les yeux sur l'endroit où il vit et les gens qui l'entourent. Pour le moment, il sait comment naviguer dans ce champ de mines. Il ne me reste que 4 mois. Je peux y arriver et rentrer chez moi. La bataille a montré aux gardiens que la guerre ne fait que commencer. Les généraux sont prêts à lever des armées entières. Dans cette poudrière surpeuplée, l'étincelle s'est transformée en flamme. Tout ce que peuvent faire les gardiens, c'est essayer de contenir la violence. Ils continueront les fouilles. On ne cesse jamais de chercher. On fouille tous les jours. On ne s'arrête jamais. Les généraux continueront de dresser des plans. Comment ça va finir? Je sais pas. Mais les Blancs vont pas baisser les bras. Et les Mexicains du Sud vont continuer à s'en prendre à eux. C'est que le début. Et les soldats continueront de se battre. C'est comme une guerre. Il y a un général qui commande les troupes. C'est comme ça que ça marche.
Parce que dans la zone de guerre qu'est la prison de Salinas Valley, la violence ne cessera jamais.